Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pause Parents. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Noémie Lavoine, qui est pédiatre à l'Institut de la parentalité, et nous allons aborder les grossesses multiples. Bonjour Noémie. Bonjour Christelle. Alors, on va surtout mettre l'accent sur les grossesses gémellaires. Oui, tout à fait. Ce sont les plus fréquentes, des grossesses multiples. Voilà, donc on va en parler un peu plus que les autres. Alors, j'aimerais bien que justement tu nous dises ce qui se joue au moment de l'annonce de cette grossesse. Voilà, là, ce qui se joue, beaucoup de surprises. Je crois que c'est le mot qui me vient en premier. Et puis quelle que soit la situation initiale, quand est-ce que vraiment on pourrait s'attendre à accueillir des multiples? Éventuellement, quand on a soi-même une histoire familiale de gémellité, voire de triplé dans la famille, dans laquelle on pourrait se projeter. Quand la grossesse est spontanée, très honnêtement, on peut rarement s'attendre à ce scénario autrement. Mais simplement, pour la plupart des parents, c'est hors de portée de l'imagination. Quand c'est un parcours de PMA, c'est un tout petit peu différent parce que il y a quand même une attente d'enfant qui est évidemment très pressante, très difficile parfois si le parcours s'avère long et compliqué. La vie quotidienne est déjà tellement bousculée parce qu'il y a tous les impératifs de la conception médicalisée, les prises d'hormones millimétrées, les rapports programmés, tous les examens plus ou moins invasifs après lesquels il faut courir. En fait, en cas de stimulation ovarienne, voilà, on sait que l'éventualité d'une grossesse multiple est possible quand c'est une stimulation simple et que ensuite on va essayer de concevoir un enfant de cette manière. Par contre, quand c'est une FIV ou une ICSI, en général, un seul embryon est transféré. Ou alors, si on en transfère plusieurs, c'est en accord avec la famille. Et là, effectivement, on peut s'attendre à une grossesse multiple. Donc, voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit le projet initial, quand ça se concrétise, quand ça y est, en fait, la grossesse est là et qu'il y a plusieurs enfants avec plusieurs petits cœurs qui battent à l'échographie, mais je pense que quel que soit le projet initial, on est tout à coup projeté dans une dimension incroyable. Il n'y a pas de manière idéale, en fait, d'annoncer une grossesse, qu'elle soit simple ou multiple. Mais dans ce cas-là, précisément, je pense que c'est quand même important, de la part du professionnel, de rester, on va dire, assez neutre dans ses émotions, dans l'expression de ses émotions, parce que on ne sait pas, en fait, comment ça va être reçu. Qu'est-ce que ça peut provoquer dans un couple ou chez une femme enceinte à qui on annonce qu'il y a plusieurs enfants qui vont arriver d'un coup. La première phase, très clairement, on observe de manière à peu près systématique une phase de sidération parce que qu'on s'y attende ou qu'on s'y attende pas, cette réalité, elle est là. Est-ce qu'on peut plus s'y attendre si dans sa famille, il y a des jumeaux, par exemple? Alors, il y a des facteurs génétiques qui sont pas aussi simples que ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, on est jumeaux soi-même que forcément on va avoir des jumeaux. D'accord. Et à l'inverse, il y a des histoires familiales où il n'y a absolument pas de jumeaux et ça arrive. Il y a des facteurs aussi qui sont l'âge maternel. Plus l'âge à la grossesse est avancé, plus il y a un risque, en fait, ou une chance, comment ça dépend, d'avoir une grossesse multiple de manière spontanée. Et donc, on ne peut pas dire strictement, ah, vous avez des jumeaux dans votre famille, donc vous avez plus de risques, de chances d'avoir des jumeaux. C'est vraiment, oui, on sait qu'il y a un petit facteur génétique, mais il n'est pas forcément à considérer au moment où on se prépare à avoir des enfants. Et alors, du coup, donc très bien, on nous annonce qu'on va avoir plusieurs enfants d'un coup. J'imagine que suite à la stupeur, il y a peut-être un instant peut-être de panique, des inquiétudes qui vont naître chez la maman et chez le papa. Alors oui, c'est-à-dire que les émotions qui vont arriver après la phase de sidération, déjà, elles peuvent arriver assez rapidement. Elles peuvent mettre aussi beaucoup plus de temps.
souvent, il y a besoin de temps, en fait, pour accueillir cette nouvelle, pour vraiment réaliser ce qui nous arrive. Donc, c'est important que la famille, je pense surtout avant tout aux parents, qui puissent à un moment verbaliser justement ce qui les traverse. Parce que c'est forcément très ambivalent. Il y a à la fois de la joie, parce qu'on l'attendait, cette grossesse, la plupart du temps, et il peut y avoir aussi de la peur, beaucoup de peur même, parce que comment se sentir prêt à accueillir plusieurs enfants en même temps? Quels sont les enjeux de cette grossesse, etc. Donc, on arrive dans une espèce d'inconnu où on ne peut plus s'appuyer sur l'expérience de nos propres familles, qui la plupart du temps n'ont pas cette expérience-là, où on va rentrer dans un circuit où on a l'impression qu'on sera moins entouré, qu'il y aura moins de gens qui pourront nous comprendre ou partager cette situation avec nous. Donc, c'est important de pouvoir le verbaliser parce que les professionnels, notamment, qui vont suivre ces grossesses, qui ont l'habitude de les suivre, ils peuvent orienter ces familles. C'est-à-dire que s'il y a besoin de soutien psychologique, c'est quelque chose qui existe, soit par le biais de psychologues, bien sûr, ça peut être aussi par un biais associatif. Il y a des associations de familles d'enfants multiples qui existent. Et c'est Alors, tu me parlais plutôt d'une association que tu connais, justement, qui est... Alors, oui. Alors, l'association la plus connue en France et vraiment qui est une association en fait, une fédération d'associations qui est présente dans tous les départements de France, s'appelle Jumeaux et Plus. D'accord. Vous pouvez rechercher effectivement sur Internet ou auprès de la mairie de votre ville les coordonnées de l'association de votre département. Donc, il y a des antennes qui sont des personnes qui ont vécu ça. Donc, c'est des associations de parents qui sont très, très, très en lien avec des professionnels, notamment des maternités, et qui font des actions d'information, surtout, de prévention, qui permettent d'apporter de l'aide aussi matérielle aux familles, avec des systèmes de vestiaires pour faire des prêts de vêtements, des systèmes de location de matériel de puériculture en grand nombre. Enfin, il y a plein de choses qu'ils proposent. Et c'est un vrai soutien. C'est vrai que c'est bien que tu le précises parce que je pense qu'au-delà de peut-être la transformation physique aussi, que ça peut... j'aimerais aussi qu'on en parle, de cette transformation physique, le fait d'avoir 2 enfants qui sont en train de grandir dans un même ventre, alors que d'habitude, sur une grossesse simple, des fois, on peut avoir un ventre qui nous semble énorme. Et là, avoir 2 enfants dans ce même ventre, au-delà de cette inquiétude de la transformation du corps, c'est comment je deviens mère du point de vue psychique aussi. Il y a aussi cette question d'organisation et tu as raison parce qu'on se dit il y a tout ce matériel, comment je vais faire? Donc c'est bien que tu puisses le préciser, qu'il y ait des associations qui soient là. Donc est-ce que tu peux parler de ça en fait, de le fait d'avoir 2 enfants dans un même ventre? Est-ce que c'est possible? Ça c'est possible, d'accord, mais les enfants grandissent bien? Comment ça se passe? Alors oui, c'est possible. Donc on n'a pas d'inquiétude. Les inquiétudes, elles existent, bien sûr. Elles sont grandes et elles sont multiples. Il faut dire que aussi ces inquiétudes, elles sont quand même nourries par l'inquiétude des professionnels et notamment du corps médical autour de ces grossesses qui sont considérées par le corps médical comme plus à risque que d'autres. Mais du coup, avant d'entrer dans les détails de ces questionnements psychiques des futurs parents de jumeaux ou de multiples, en fait, je voudrais apporter quelques précisions sur la nature de ces risques. Qu'est-ce qui inquiète vraiment les médecins et justement pour essayer de mesurer un petit peu les choses, voir dans quelle mesure tout ça peut être mesuré, en fait, tout simplement. Voilà, il y a plus de 13 500 jumeaux qui naissent par an en France et dans 2 tiers des cas, ce sont des jumeaux qu'on appelle dizygotes. Dizygotes, ça veut dire ce qu'on appelle communément les faux jumeaux, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la fécondation simultanée, donc en même temps de 2 ovocytes. Donc 2 spermatozoïdes, 2 ovocytes. C'est une fratrie simultanée, en fait. Donc, communément, pendant les échographies, c'est ceux qu'on appelle les bibis.
c'est-à-dire les grossesses bicoriales biamniotiques, c'est-à-dire qu'il y a 2 poches des os et 2 placentas. A contrario, il existe donc les jumeaux monozygotes, donc issus, eux, de la division d'un seul œuf fécondé. Donc, à un moment, cette multiplication des cellules va se diviser en 2 et faire 2 organismes qui vont avoir comme particularité de partager le même patrimoine génétique. Raison pour laquelle on les appelle les vrais jumeaux. Mais parfois aussi, pas toujours, mais parfois, ils partagent aussi le même placenta, voire la même poche de liquide amniotique. C'est ça qui rend la cohabitation de ces jumeaux plus compliquée dans le ventre maternel, essentiellement pour des raisons vasculaires. Mais je ne vais pas rentrer du tout dans les détails de ça aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il y a un suivi spécifique pour ce type de grossesse-là? Tout à fait. Il y a un suivi beaucoup plus rapproché, échographique notamment, pour s'assurer que chacun des jumeaux grandit bien dans la situation d'avoir un placenta commun. D'accord ? En somme, de toute façon, le risque principal de ces grossesses, c'est toujours la survenue d'une prématurité, parce que ça prend beaucoup de place, c'est compliqué, donc il y a plus de risques d'accoucher plus tôt quand on a des jumeaux. D'où le suivi rapproché, l'information, la pédagogie, mais aussi quelques inquiétudes du corps médical. Mais pourquoi s'affoler? Pourquoi affoler les futurs parents quand on sait que, moyennant un bon suivi et un peu plus rapproché que les grossesses simples, 3/4 des grossesses gémellaires sont parfaitement normales avec des bébés qui naissent à terme, donc à un terme un tout petit peu avant 40 semaines, plutôt on est autour de 37-38 semaines, et avec un bon poids de naissance, plutôt dans la moyenne inférieure, parce que les petits jumeaux, ils prennent un petit peu moins de poids, mais ils s'adaptent très bien à ça et c'est tout à fait normal. En revanche, je vais juste mettre une petite parenthèse là pour les grossesses où il y a plus de 2 enfants, c'est-à-dire, on va dire les triplés, essentiellement les grossesses triples. La situation est plus complexe parce que là, vraiment, le risque de prématurité est grand. Les risques que les enfants grandissent moins bien pour des raisons vasculaires aussi est important. Donc, c'est des grossesses qui sont suivies de près. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de grossesse, quand on découvre qu'il y a 3 enfants, le médecin qui va vous rencontrer à ce moment-là va systématiquement vous parler de ce qu'on appelle la réduction embryonnaire. C'est quelque chose qui n'est pas très marrant, qui est de faire le choix de supprimer l'un des embryons pour laisser plus de place aux autres pour se développer. Le rationnel de ça, c'est que le risque pour les fœtus est quand même très important et que donc on cherche à faire en sorte que la grossesse se passe bien. Donc, c'est forcément quelque chose de compliqué. Le médecin n'a pas d'autre choix que de le proposer. C'est donc une réflexion incontournable pour les parents qui expose toujours à des choix douloureux. Donc, ces familles, elles bénéficient systématiquement d'un suivi psychologique parce que, quelle que soit la décision prise, ça laisse des traces. D'où l'importance pour le professionnel dans ces situations, et même dans les situations moins compliquées, de prendre son temps pour annoncer les choses. Prendre son temps laisser le temps aux parents de réfléchir, de maturer leurs questions, etc., leurs interrogations, leurs inquiétudes, de permettre à la famille de revoir le professionnel, leur laisser le temps de prendre conscience, parce que ça va être essentiel pour pouvoir créer un lien avec les enfants à naître. Donc, si je dois résumer ce petit point médical, on va dire, les grossesses multiples sont toutes des grossesses particulières, mais alors pas toujours pathologiques, loin de là. Voilà. Ok. Après, si tu veux, on peut maintenant parler de la transformation qui s'opère pendant les grossesses gémellaires. Oui. Parce que très précocement dans la grossesse, il va y avoir un ressenti intense. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intense dans une grossesse simple, pas du tout. Tu veux dire pour la maman? Oui, pour la maman. Alors là, pour l'instant, je parle effectivement de la transformation évidente qui est celle du corps de la maman. Les sensations corporelles vont être intenses. C'est-à-dire que même si, par exemple, le premier mois,
vous êtes enceinte de jumeaux, mais que vous ne le savez pas encore. Vous savez que vous êtes enceinte, grosso modo, parce qu'il y a un retard de règles, etc. Vous attendez juste la confirmation, une écho de datation. Il peut y avoir des symptômes très intenses, déjà. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît, hein, les nausées, la fatigue, l'irritabilité, la tension mammaire, l'appétit qui s'ouvre, voilà, dévorant. C'est des signes d'imprégnation hormonale, en fait, hein, qui est plus importante quand il y a deux embryons. Donc, la transformation, en fait, elle se fait sentir très vite et elle se fait sentir de manière très intense. Elle est source d'une grande ambivalence psychique parce que ces sensations intenses, ce corps qui parle fort, il peut faire peur. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on peut se sentir menacé par le fait d'avoir 2 enfants dans son ventre. Est-ce que ça ne va pas me mettre en danger ? Est-ce que mon corps va tenir ? Est-ce que je vais arriver à les porter ? Est-ce que je vais arriver à les porter jusqu'à terme ? Ça, c'est les questionnements légitimes, hein, et tout à fait normaux des mamans face à cette annonce. Et puis j'imagine, Noémie, que si tu as déjà eu un premier enfant ou si c'est la première fois que tu es enceinte, peut-être que tu as aussi une façon de penser qui va être différente, des appréhensions qui peuvent être différentes. Tout à fait. Tout à fait. Dans tous les cas, ce sont des grossesses qui sont différentes. Donc, si c'est la première fois, il n'y a pas de repères, etc., on va pas forcément se dire que c'est différent en fait d'une grossesse, une grossesse simple. Si on a déjà eu un enfant au préalable, oui, on peut ressentir que c'est extrêmement différent. Dans tous les cas, voilà, on se pose beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Et voilà, on peut partager ces questionnements, il n'y a pas de souci. Quant aux pères, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des papas, mais ils sont là et ils sont importants dès le début de la grossesse et jusqu'au bout. Les papas, en fait, je pense que ce qui les prend dans cette phase de sidération au moment de l'annonce, c'est aussi la peur c'est la peur matérielle, en fait. La peur de se dire, mon Dieu, dans quoi on est en train de se lancer ? J'imagine. Changer de voiture, on va devoir déménager, mais où est-ce qu'on va stocker tout le matos, etc. Enfin, les papas, ils sont plus dans des peurs matérielles souvent au départ, mais c'est aussi, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de lien qui se crée, au contraire. C'est une façon de prendre soin voilà, à long terme qui est très, très, très importante. Donc, j'entends que par rapport à ce que tu dis, Noémie, donc il y a finalement ce suivi, il est plus intense, il est en termes de temporalité, il est plus grand parce que justement, en fait, on est sur des grossesses multiples. Mais si le parent, il est stressé, si la maman, elle est stressée pendant sa grossesse, est-ce que ça a un impact sur les enfants qui sont en train de grandir ? Alors, le stress, il est présent quoi qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire que il fait certainement partie de notre vie et c'est pas forcément la grossesse multiple qui en est le facteur majeur. Parce que grossesse simple ou multiple, la maman, elle n'a pas forcément le choix de se reposer comme elle le souhaiterait, comme elle le sentirait que ce serait utile pour elle et nécessaire pour elle. Donc oui, évidemment, les fœtus, déjà in utero, ils interagissent très tôt avec leur maman par leur sens, qui se développe très tôt, en particulier celui du toucher, qui est le premier à être vraiment fonctionnel dès le premier trimestre, en fait. En fait, ils interagissent évidemment par le toucher, mais aussi à travers les vibrations du liquide amniotique. Donc même des choses très fines peuvent avoir un impact. Donc, imaginez bien que s'il interagit comme ça avec sa maman, alors avec son frère ou sa sœur colocataire, c'est intense également. Donc, ça veut dire que les fœtus jumeaux, ils ont des interactions entre eux très précoces, en fait, dans le ventre de leur maman. Peut-être même, enfin sûrement même avant que la maman puisse le ressentir. Hein, quand les bébés se mettent à bouger, etc., il y a des choses qui se passent. Les échographies successives, elles aident en fait, elles aident les parents
à se représenter la position des fœtus l'un par rapport à l'autre dans le ventre. Et du coup, ça stimule un peu l'imagination de se dire, bon, ben voilà, ce que je sens ici, ben, c'est celui-là qui est dans telle position. Ce que je sens là, c'est l'autre. Là, je sens un truc un petit peu, ah tiens, j'imagine que peut-être il s'est mis la tête collée contre les pieds de son frère, que l'autre lui a donné un coup de pied parce qu'il le dérangeait. Voilà, ça, c'est des petites choses qui, à travers lesquelles le lien se dessine déjà. Le lien entre les jumeaux et le lien entre la maman et ses jumeaux. Pour peu qu'elle partage ses sensations avec le papa, le lien entre le papa et ses futurs bébés. Donc voilà, ça, c'est des jolies choses, mais quand la grossesse, par contre, se complique, hein, ou pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour des raisons physiques, pour des raisons psychiques, que ce soit parce qu'il y a du stress au travail, que ce soit un événement de vie compliqué, bien sûr, les hormones de stress de la maman circulent dans le sang. Hein, on le sait bien, elles passent la barrière du placenta. Donc, les fœtus y sont exposés. Hein, qu'il s'agisse d'émotions ou de sensations corporelles intenses, c'est d'autant plus important, du coup, pour ces enfants, d'être à l'écoute de ce corps qui parle, d'être à l'écoute de ses émotions et de ses sensations. Parce que, bah, voilà, il y a cette conséquence que les enfants y sont exposés. Mais lorsqu'ils y sont exposés, il y a une conséquence sur le développement des enfants. Alors, pas forcément dans l'immédiat, mais voilà, il y a des données qui disent que quand même, le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, une surexposition, on va dire, au cortisol chez l'enfant a des conséquences sur le développement du cerveau. Après, ce n'est pas une exposition au stress, c'est une exposition prolongée. Donc, c'est pourquoi voilà, le stress, il est physiologique, il est là pour nous donner un signal. Le signal de dire, attention, lève le pied, prends soin de toi, ne te surestime pas. Voilà, il a un rôle. C'est l'excès de stress qui est toxique, pas le stress en soi. Donc, si pour des raisons diverses et variées, on est en difficulté pendant sa grossesse et qu'on ressent ces signes de stress, on n'est pas bien, il faut pouvoir trouver du soutien, que ce soit auprès de sa famille, de son cercle amical, de professionnels ou d'associations, comme je le disais déjà, hein, qui peuvent apporter un psychologique aussi dans ces situations-là. Parce que le vécu, hein, il est partagé. Et de pouvoir partager son expérience avec d'autres qui l'ont déjà vécu auparavant, c'est riche, très riche. Alors peut-être pour justement éviter ce stress, est-ce que tu peux nous dire comment on s'organise, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors, effectivement, il est essentiel d'être à l'écoute de soi, ce qui n'est pas évident déjà pour toutes les... C'est pas évident, oui. On est d'accord. On parlait du premier trimestre tout à l'heure. Le premier trimestre, je vous dis, il est très souvent quand même un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de sensations, parce que le corps se transforme de manière précoce. La prise de poids, elle est importante et elle peut être importante dès le début de la grossesse. Et même si au début du deuxième trimestre, la fatigue, elle est un tout petit peu moins intense, en fait, souvent, elle persiste. Elle persiste parce que le ventre grossit vite, parce que fabriquer 2 bébés à la fois, ça demande beaucoup d'énergie. Ce qui est essentiel dans ces moments-là, c'est vraiment de connaître ses limites. C'est-à-dire que, oui, on a un travail qui peut être plus ou moins prenant. Vous verrez d'ailleurs que pendant le suivi, la personne qui va suivre la grossesse, le gynéco ou même la sage-femme, elle va beaucoup insister sur le travail, les conditions de travail, essayer de comprendre comment vous vous déplacez pour y aller, combien de temps ça vous prend, est-ce que vous avez besoin de rester debout, etc. Comme pour les grossesses simples, mais c'est d'autant plus important que on va vous arrêter plus tôt si jamais il y a le moindre signe de fatigue excessive qui s'installe. C'est de la prudence, c'est de la grande prudence. C'est pas de la pathologie, encore une fois. C'est de la prudence.
Mais ce qu'on va prioriser, c'est vraiment de se dire que ben, ces sensations corporelles, elles permettent en fait de vivre les choses de manière intense et elles permettent d'entrer. Enfin, c'est cohérent en fait avec le fait d'attendre 2 enfants. C'est-à-dire que les choses sont intenses parce que tout est multiplié. Donc, si on arrive à ressentir ça comme ça, s'il y a cette cohérence entre le fait d'être en train de porter 2 enfants et le fait de ressentir les choses de manière intense, la grossesse psychique, elle suit son cours. Elle se fait de manière adaptée, moyennant un bon dialogue, une bonne écoute pour les 2 personnes du couple. Ce qui est important, c'est de permettre à ce couple vraiment de pouvoir s'exprimer sur son vécu et si c'est pas suffisant, il existe des méthodes, on va dire psychocorporelles, qui permettent d'aider le corps et l'esprit à se mettre un petit peu en phase avec ces 2 bébés à naître. Je pense. De quoi tu parles quand tu parles de méthode psychocorporelle? Alors, les méthodes psychocorporelles, c'est celles qui vont à la fois permettre d'exprimer ses émotions, donc son ressenti, tout ce qui se passe dans la tête, mais aussi d'être attentif à ce lien avec le corps. Je pense par exemple à l'aptonomie, qui quelque chose qui va permettre de travailler ce lien entre l'enfant et le bébé à travers le toucher. C'est de faire ce lien entre les sensations, les émotions et ce qui se joue en fait dans notre vie. Donc, de mettre beaucoup de cohérence. Il y a aussi toutes les pratiques de relaxation, de yoga, de yoga prénatal, où il y a des professionnels qui sont parfaitement formés. Il n'y a pas de risque, même pour les grossesses gémellaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours demander de toute façon conseil à votre gynéco pour savoir si la piscine, par exemple, la natation, etc., en prénatal est recommandée ou pas. Mais en tout cas, d'essayer de faire du bien à ce corps pour que l'esprit puisse être plus libre pour accueillir cette grossesse psychique qui va être indispensable au moment de l'arrivée des enfants. Parce que quand ils vont arriver, ça va être un sacré tourbillon. Alors justement, parlons-en de ce sacré tourbillon. Tout à l'heure, tu parlais de ce lien qui existe entre les enfants. On peut imaginer qu'il y a une interaction entre eux. On peut, face à cette grossesse multiple, s'interroger et se dire, mais est-ce que je vais aimer pareil mes 2 enfants ou mes 3 enfants? Est-ce que je vais réussir à créer un lien de qualité avec eux? Enfin, on peut aussi se poser plein de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette question, Noémie? Alors, quand je parle de l'arrivée des enfants et que je parle du tourbillon, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, en fait, au moment de l'arrivée des enfants. Quand ils arrivent, alors même qu'ils sont là, on est à la maternité, ça y est, physiquement, ils sont là. Le principe de réalité reste compliqué. Je ne suis pas bien sûre que ce soit encore vraiment les miens. Ou alors, déjà, il faut mettre en place des stratégies de nourrissage, de change, de comment s'organiser, etc. Alors même que c'est encore difficile de réaliser qu'on a mis au monde 2 enfants. Ou 3. Et donc, ce principe de réalité qui est que ces enfants ont des besoins, c'est pas une mince affaire. Mais ça va nous projeter dedans. D'accord? Ça veut dire que, en fait, on va être projeté dedans de manière assez brutale, mais le lien, il va se créer à l'intérieur de ça, de manière peut-être un petit peu chaotique, mais de manière aussi évidente que si on accueille un seul enfant. Les professionnels de maternité, ils prennent soin des couples qui accueillent des enfants, plusieurs enfants en même temps. Leur accompagnement, il est essentiel et il doit permettre à chaque mère de trouver son rythme,
sa place. Et je dis ça vraiment de manière individuelle. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de choses qu'on doit suivre, de grands préceptes. Mais en fait, pour une famille avec des jumeaux ou des triplés, on doit faire du cas par cas. Il y a des grands principes, mais on doit s'adapter aux capacités parce que ça va nous demander tellement de ressources, ça va nous demander tellement d'énergie, ça va nous donner tellement de dons de soi qu'il faut quand même être en capacité d'aller puiser dedans, d'être avec des personnes qui sont sécurisées au fait, au départ. Si les mamans sont bien sécurisées au départ à la maternité, et les papas bien sûr, le retour à la maison se fera de manière plus tranquille. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que le rôle des personnels de maternité est fondamental. Est-ce que par rapport j'allais dire au passage en maternité, à l'accueil de ces nouveaux parents, est-ce que tu as une durée qui est plus longue? Est-ce que tu as une hospitalisation qui est un petit peu plus longue parce que justement tu as des jumeaux ou des triplés, voire plus? Alors, pas forcément, mais quand même, il faut le dire, hein, beaucoup de ces enfants naissent avec un petit poids de naissance. Donc, qui dit petit poids de naissance dit souvent la nécessité de petits séjours en unité mère-enfant, hein, qu'on appelle parfois unité kangourou, voire des petits séjours en néonatologie, parce qu'il y a effectivement un enjeu sur l'alimentation des enfants. Hein, il faut qu'ils soient bien autonomes et qu'ils soient dans une cinétique de prise de poids correcte, donc qu'ils soient bien en mesure de téter correctement, etc. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu plus long. Mais pendant ce séjour aussi, il y a toute une attention portée aux émotions parentales, à cet attachement qui se met en place du côté de la maman, à ses capacités de caregiving. Et en fait, le séjour peut aussi se prolonger pour ces raisons-là. Parce que si la maman n'est pas sûre d'elle, si la famille n'est pas en pleine, bien sécurisée au moment de la sortie, on peut la différer effectivement, parce que l'enjeu est quand même très important. Une autre façon de faire, si vraiment l'hôpital c'est trop compliqué, parce que la maternité, franchement, c'est pas toujours un endroit très sécurisant hein, pour les couples, il y a la possibilité, et ça se fait au cas par cas, hein, de mettre en place une hospitalisation à domicile, soit pour la maman, soit pour les enfants, soit pour les deux, qui permet de prolonger un petit peu un support à la maison. Mais il existe d'autres dispositifs moins médicaux aussi, c'est-à-dire que il peut y avoir des aides ménagères qui sont mises en place, l'intervention de travailleuses familiales qui sont des personnes salariées d'associations en général, des associations d'aide aux familles. Et pour connaître ces associations, pareil dans vos départements, vous pouvez vous renseigner auprès de la CAF, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont financés par la CAF. C'est un peu différent en fonction des régions, donc c'est pour ça que c'est important de se renseigner, et ça, on peut se renseigner bien avant la naissance des enfants. C'est utile de savoir sur quelles ressources on va pouvoir compter au moment du retour à domicile. Ces familles, elles ont besoin d'être entourées, hein, que ce soit par l'entourage familial, ça peut être l'entourage amical évidemment aussi. Il y a cet entourage professionnel hein, dont on a un peu parlé, que ce soit les professionnels médicaux, paramédicaux, et il peut y avoir un entourage associatif, donc avec une aide vraiment concrète et matérielle, quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous pendant que vous êtes en train de donner des biberons 8 heures par jour, c'est précieux. C'est précieux. Et ça peut être, dans certains cas, financé à une certaine hauteur. Donc, c'est important de se renseigner au préalable. Voilà, donc on essaie d'éviter toutes les sources de stress, on essaie d'être disponible, d'être sécurisé pour pouvoir développer ce lien avec ses enfants. Et oui. Et donc, ce lien, effectivement, il est plus complexe. Je ne dis pas que c'est plus difficile de le mettre en place, mais comme on est avec un attachement qui est à la fois en train de se jouer entre une mère et un enfant, mais aussi entre une mère et un enfant, un père et un enfant, deux enfants entre eux. Voilà, ça complexifie un petit peu les choses pour peu qu'il y ait un aîné en plus.
Hein, voilà, on est dans une situation où il y a des remaniements familiaux qui sont assez majeurs. Euh, Concrètement, au début, on a tendance à faire tout en double, c'est-à-dire que bah voilà, on donne les 2 biberons en même temps, on donne les 2 tétés en même temps, parce qu'on peut continuer, on peut faire un allaitement exclusif, ça nécessite pas mal de soutien aussi, mais ça se fait, c'est possible. Euh, on Ça, attend. c'est bien ou pas bien de vouloir être comme ça, très synchrone, de caler les enfants ensemble, parce que justement, ben, c'est des jumeaux ou c'est des triplés. Est-ce que c'est bien ou pas de maintenir cette bulle, j'allais dire, autour d'eux, vraiment au niveau... En fait, ce qui se passe au début, c'est que c'est pas un choix, c'est un peu une question de survie. Parce que effectivement, comme je disais, je parlais de 8 heures par jour. 8 heures par jour, c'est à condition que les enfants soient synchronisés. Ah oui. Passer beaucoup de temps à les nourrir. Hein, un bébé nouveau-né, ça boit 8 biberons par jour à peu près, si on parle de biberons. Si on parle de tétés, ça peut être plus fréquent. Quand on a un petit poids, bah, souvent, il tète un peu moins, mais un peu plus souvent. Donc, ça peut aller vraiment, vraiment très, 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 très vite, très, très loin. Donc, au début, c'est vraiment une question de survie. C'est-à-dire que, voilà, on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore comment ça marche, comment ça va marcher entre nous. Donc, on plaque ce qu'on nous a appris ou ce qu'on imagine. Et puis, petit à petit, on se rend compte que finalement, la synchronisation, bah, ça ne marche pas toujours, parce que quand on donne à manger à la demande, bah, la demande, elle ne vient pas forcément en même temps. Et ça peut être très déstabilisant, mais je pense que chaque situation de chaque situation, en fait, peut émerger des belles choses. Parce que bah, quand on fait tout en même temps, en fait, avec des jumeaux, on va entretenir cette espèce de lien gémellaire, cette espèce de fusion qu'il y a entre eux, qui existait déjà quand ils étaient In ensemble. utero. Et ça va vraiment renforcer un petit peu ce lien avec lequel ils sont nés. Euh, mais d'un autre côté, quand on est parent et qu'on est en train tout le temps de s'occuper des deux en même temps, bah, ça peut être un peu frustrant de se dire, bah, là, je n'arrive pas à développer de lien particulier avec l'un ou avec l'autre, ou même avec les deux. J'ai l'impression de ne pas avoir ce lien particulier, cette relation particulière. Et c'est pour ça que le moment où les enfants se désynchronisent pour manger, par exemple, il y en a un qui dort et l'autre qui va manger ou voir qui va avoir une phase d'éveil à ce moment-là. Ok, c'est plus d'énergie, plus de fatigue, mais c'est un moment où il va émerger quelque chose d'assez incroyable, qui est vraiment ce lien particulier. Et donc, petit à petit, bah, ces petits moments au moment desquels on va pouvoir créer ces liens particuliers, ils vont se multiplier. Et puis, petit à petit, on va découvrir nos enfants. On va découvrir qu'en fait, ils sont beaux se ressembler beaucoup, ils sont différents. Que avec celui-là, on a telle affinité, avec celui-là, telle autre. Et petit à petit, en fait, on va les guider vers une relation bah, un peu plus riche, puisque voilà, on va leur envoyer une image d'eux-mêmes différente. Et puis, du coup, avec ces différences, ils vont se rendre compte que leurs jumeaux, bah, ils ne réagissent pas forcément pareil, finalement. Et du coup, ça va faire petit à petit, au fil des mois, au fil des années, évoluer leur lien entre eux également, vers plus d'autonomie. Parce que c'est chouette d'être né avec un jumeau. On peut se dire, waouh, on est né avec son alter ego, c'est génial. On va pas avoir besoin. On va faire les 400 coups ensemble, nous contre le reste du monde. Exactement. Sauf qu'en fait, bah, dans l'épanouissement d'une personne, les relations sociales, c'est important. Et que si ce lien fusionnel, il est entretenu au-delà, on va dire, des 2 premières années de vie, bah, ça peut être compliqué ensuite pour l'enfant d'entrer en relation avec d'autres. Et puis à plus long terme, comment peut se créer, par exemple, une relation de couple quand on a une relation complètement fusionnelle avec son jumeau. Donc, en fait, l'individualisation de chaque enfant, elle est importante pour les mener petit à petit sur leur vie, sur le chemin de l'autonomie. Là, on est très, très loin de ce qui se passe dans les premiers mois de vie. Hein, d'accord ? On est vraiment déjà au-delà. Mais c'est vrai qu'en fait, ça se joue déjà dans la première année puisque tout ce qu'on va faire ensemble, tout ce qu'on va faire en même temps pour eux va entretenir cette fusion. Et
Au Donc, ce que début, tu nous conseilles, oui. c'est vraiment de profiter de ces temps qui peuvent être vraiment asynchrones. Ouais. S'il y en a un qui dort et que l'autre est éveillé, peut-être qu'on peut jouer avec lui, qu'on peut... Exactement. voilà, ok. Exactement. Ça, c'est vraiment des moments très, très riches euh, au sein des familles. Est-ce que, je vois le temps qui file, hein, parce qu'on a vraiment plein, plein de choses à se dire. Est-ce que, bon, en tant que parent, on peut avoir une inquiétude si on voit que, ben, par exemple, un de nos enfants commence à marcher, mais pas l'autre. Un commence à dire maman, papa, enfin à dire quelques mots, et l'autre toujours pas. Est-ce qu'on s'inquiète? C'est une très bonne question, Christelle, parce que je pense que c'est une question que se pose tout parent, en fait, qui a plusieurs enfants. Sauf que quand ce n'est pas des jumeaux, ça ne se passe pas en même temps. Donc, on fait des comparaisons, mais on n'a pas l'inquiétude sous les yeux forcément. Quand c'est des jumeaux et qu'on les voit évoluer en même temps, que éventuellement ils ont été très fusionnels, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait en même temps, à un moment où ça se désynchronise, et ben pareil, on se dit, zut, il y en a un qui a un problème. On ne peut pas s'empêcher de comparer. Mais il faut faire attention à la comparaison parce que pour les enfants, se comparer l'un à l'autre, ça peut être compliqué à vivre, hein, je pense, à la confiance en soi. Est-ce que vraiment deux enfants, est-ce que deux enfants se développent au même rythme? Est-ce que deux enfants, même qui sont élevés pareil, dans les mêmes conditions, en fait, c'est assez rare. Ils vont beaucoup s'observer l'un l'autre, donc il va y avoir cette stimulation qui vont se faire entre eux-mêmes. C'est pas de l'émulation, c'est vraiment de l'observation, de l'imitation, etc. Donc peut-être que dans certaines fratries, dans certains couples de jumeaux, il y en a qui vont assez rapidement suivre, mais ça existe aussi que des enfants ont développé en fait des aptitudes tellement différentes qu'il y en a un qui va partir plutôt sur le langage, d'autres plutôt sur le moteur, et c'est complètement OK. Hein, s'il y a une inquiétude, il faut en parler avec le pédiatre qui va suivre les enfants, hein, parce qu'il y a un suivi, pédiatrique, hein, qui est recommandé pour tous les enfants. Donc, les jumeaux en bénéficient. Il existe dans certaines régions aussi, dans certaines maternités, et, enfin, je vous engage à en parler déjà au pédiatre de maternité qui vous rencontrera, des consultations spécifiques pour les jumeaux, pour les familles avec plusieurs enfants nés en même temps. Et quand il y a une prématurité, une grande prématurité en général, hein, moins de 36 ou même moins de 33 semaines, il y a un suivi dans un réseau de périnatalité. Donc, on suit les enfants jusqu'à l'âge scolaire pour s'assurer que leur développement est OK. D'accord. Donc voilà, tu nous rassures bien, c'est normal. Les enfants ont chacun leur rythme et du coup, ils ont chacun leur rythme de développement. Voilà, ils ont chacun son rythme et on évite les comparaisons parce que ça stresse les parents et ça peut être délétère sur les enfants. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? La chose, je pense qu'il faut se dire, c'est que quand on est parent de jumeaux, oui, on peut se retrouver assez en difficulté, surtout au début. Que c'est important de pouvoir anticiper que ça va être très énergivore, qu'on va être épuisé et qu'on a besoin d'aide. Je pense que c'est important dans son entourage de savoir quelle aide on peut trouver auprès de quelle personne et de l'anticiper pour que le jour où on a besoin de tirer la sonnette, on sache laquelle tirer. C'est-à-dire qu'on s'entoure de ces petits porte-avions qui vont nous porter et nous permettre justement d'être plus serein pour développer ce lien qui est si important avec ces deux enfants. Le couple, il est mis à l'épreuve. Mais je pense que si vous avez justement un petit porte-avions à tirer, c'est de se dire, on ne veut pas de cadeau de naissance, on ne veut pas de matériel. Ce dont on a besoin, c'est de temps. Donc, offrez-nous une nuit de sommeil où vous vous occupez des enfants et où nous, on peut dormir. Ou alors où on peut s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de notre couple. C'est très important pour les parents, pour tenir, de pouvoir avoir ces temps d'accordage, en fait. Ces temps de prise de recul pour se dire, on a la tête dans le guidon toute la journée, mais regarde la situation comme elle est aujourd'hui. Les enfants grandissent. Finalement, ça ne se passe pas si mal. Allez, ça va aller. Il
ce que je peux dire pour encourager les parents de jumeaux, c'est que oui, il y a des mois difficiles au départ, mais que ce qui émerge derrière, c'est tellement multiplié comme le reste que franchement, ça vaut la peine. Bon, donc c'est une très très belle aventure que d'attendre des jumeaux, des triplés, voire plus. C'est une aventure d'une vie. Écoute, merci Intense. beaucoup, Très Noémie. intense. C'est vrai on a un petit peu dépassé, mais c'était vraiment incroyable d'entendre tout ce que tu avais à nous partager. Donc pour vous qui nous regardez, vous pouvez retrouver cette vidéo en replay dans la rubrique ressources pause parents de notre site internet www.institut-parentalité.fr. Vous pouvez également consulter nos experts des instituts, donc l'Institut de Paris-Sénart ou l'Institut de Bordeaux-Florac. Et puis, on ne l'a pas précisé, Noémie, mais je sais que tu en animes de temps en temps. Nous proposons également des programmes parents et des programmes futurs parents, qui sont des temps qui vont vous permettre eh bien, de réfléchir à plusieurs et de faire de la guidance parentale. Voilà. Merci, Noémie, pour le temps que tu nous as accordé. Merci, Christelle. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.